Sud Radio. Mettez-vous d'accord, Philippe David. Et pour conclure, ce Mettez-vous d'accord, le livre du jour, Jean Garrigue, Jours heureux, quand les Français rêvaient ensemble, publié chez Payot Histoire. Jean Garrigue, bonjour. On vous connaît bien sur Sud Radio, notamment dans Les Vraies Voix, une excellente émission aussi. Ah, j'adore. Je peux pas dire autre chose, j'adore. Et un excellent livre, alors Jours heureux, ça fait du bien, mais on va parler de ce concept de jours heureux. En 4e de couverture, vous posez la question, sommes-nous un peuple éternellement réfractaire au bonheur? Comme disait Cocteau, les Français sont des Italiens de mauvaise humeur? Ah, écoutez, il y a de ça, parce que surtout depuis quelques années, on a l'impression que tout va mal, qu'on n'a aucun moyen d'être heureux ensemble, que la société est totalement fracturée, la fameuse fracture française, que plus rien ne fonctionne. Bon, alors, effectivement, nous traversons une crise. Je pense d'ailleurs que c'est une crise fondamentale parce que c'est un changement de société, de paradigme de la société française. On entre dans une société du numérique, du robotique, etc. Mais bref, on a l'impression que tout va mal, qu'on peut jamais au moins espérer ensemble et faire la fête ensemble. Et moi, j'ai voulu montrer qu'à travers notre histoire, mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, qu'à beaucoup de moments, et même les moments les plus tragiques, on avait su trouver en nous ces ressources-là, et qu'on avait besoin de ça surtout. On avait besoin de se retrouver ensemble. Dans l'introduction, vous parlez des jours heureux. Il n'est pas surprenant qu'Emmanuel Macron ait pensé à reprendre cette formule des jours heureux au moment de la crise du Covid-19, sans doute la crise la plus grave que la France et le monde aient traversée depuis la libération. Les jours heureux, c'est aussi repris par Fabien Roussel. C'est le titre d'une chanson de Gérard Lenormand dans les années 70. C'est vrai, absolument. Et est-ce que ça veut dire encore quelque chose, les jours heureux? Difficile. Moi, je pense que ça veut dire encore quelque chose pour beaucoup de gens, parce que ce que nous disent souvent les sondages, c'est que les gens sont très pessimistes sur leur avenir collectif, mais plutôt optimistes sur leur avenir individuel. Ce qui manque, ce qu'ils ont du mal à ressentir, c'est justement comment faire des choses ensemble, comment essayer d'avancer dans nos sociétés qui ont la chance au moins d'être démocratiques, comment essayer de les transformer ensemble. Et on a de plus en plus l'impression que tout est polarisé, radicalisé, qu'on ne s'écoute plus les uns les autres. Et c'est vrai que cette idée des jours heureux, qui, je le rappelle, était le titre originel du programme du Conseil national de la Résistance. Absolument. En 1944, qui était donc un message à la fois d'unité. Bon, on se regroupe pour libérer la France, mais aussi pour construire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui qu'on a quand même beaucoup perdu. Alors, on va voyager dans le temps. Vous commencez avec le temps des révolutions. Est-ce que les Français faisaient la fête avant 1789 ? Oh, ils ont fait la fête, bien sûr. Mais ce qui m'a semblé vraiment presque étonnant quand je décris cette fameuse fête de la Fédération du 14 juillet 1790... Bon, c'est pour commémorer la prise de la Bastille, mais ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, c'est une sorte de réflexe collectif venu du plus profond des campagnes françaises pour construire ce qu'on appelait la garde nationale, c'est-à-dire au fond des citoyens qui avaient envie d'être ensemble, là encore, d'être heureux ensemble. Et ces petites fêtes de fédération qui ont lieu dans toute la France à ce moment-là, spontanément, vont finalement s'agréger et construire cette fête nationale qui va avoir lieu au Champ de Mars, à Paris, où des gens de toutes sortes, des petits, grands, pauvres, riches, ouvriers, aristocrates, et même le roi qui est venu et donné un petit coup de pelle pour creuser le Champ de Mars, se sont réunis tout simplement pour dire on est ensemble, on prête serment à la nation, à la loi aussi, ça c'est important, et au roi, parce qu'à l'époque c'était le roi, c'était encore le roi, mais c'est cette idée-là de se mettre ensemble, tous ensemble, pour construire quelque chose en commun, j'ai trouvé ça fantastique. La seconde, c'est 2 ans plus tard, et vous l'appelez la première victoire de la République après la monarchie. Oui, parce qu'il se trouve que la bataille de Valmy... Absolument, au moulin de Valmy. Au moulin de Valmy, qui est une sorte de victoire en réalité. Il n'y a pas eu vraiment de bataille, c'est une canonnade. Mais qui permet de faire reculer, qui permet que les Prussiens et les Autrichiens rebroussent chemin. Ils marchaient sur Paris. Cette semi-victoire, elle a lieu le jour même où on proclame la République. Et donc forcément, dans l'esprit des gens, c'est associé à cette proclamation de la République. C'est une sorte de baptême de la République
par la victoire. Donc quelque chose d'extrêmement positif. Et là encore, après cette demi-victoire qui aurait pu finalement passer relativement de manière anonyme, il y a des fêtes partout. On est heureux, on chante la Carmagnole, on chante la Marseillaise. Enfin, c'était quelque chose de fantastique en septembre donc 1792. Mais on faisait souvent quand même la fête de manière sanguinaire sous la Révolution, notamment les tricoteuses au pied de la guillotine. Ça c'est encore autre chose parce que effectivement le problème c'est que après chacune de ces grandes fêtes, de ces grandes célébrations, de ces grands moments en commun, il y a toujours ensuite une retombée et on retrouve nos fameuses fractures françaises, la division des Français. D'ailleurs, après le 14 juillet 1790 dont je parlais tout à l'heure, un an plus tard, sur le Champ de Mars, on se bat entre Français, entre d'un côté les ultras, ceux qui défendent le roi, etc. Et donc très très vite on se divise. Et c'est pareil après Valmy, il va y avoir la terreur, il va y avoir des Français qui en envoient d'autres à l'échafaud, enfin et à la guillotine surtout. Donc c'est aussi une maladie française, ça, de se diviser, de se fracturer et de se faire la guerre. La guerre civile. Il y a quelque chose de fou. La Saint-Napoléon, en 1806, par le décret du 19 février, qui décrète le 15 août, il est né le 15 août 1769, Exactement. Qui décrète ça. Est-ce que c'est pas quelque part, quand on lit, j'avais complètement oublié ce passage de l'histoire, un peu le culte de la personnalité 120 ans avant Staline? Ah bah si, c'est une certitude, mais vous savez, le culte de la personnalité, d'abord c'était le principe même de la monarchie d'Ancien Régime. Le roi était d'essence divine. Et puis, pendant la Révolution française, comme, là encore, quelque chose de spontané, se reconstitue une forme de culte, alors très, très appuyé, très favorisé, par Robespierre. Le culte, ce qu'on appelle l'être suprême. Certains lui vouent encore un culte aujourd'hui, d'ailleurs. Certains lui vouent un culte assez malsain, d'ailleurs, aujourd'hui, surtout par les temps qui courent. Mais cette idée-là, elle était là, en germe, chez les Français. Ils ont besoin, malgré tout, d'avoir une figure, j'allais dire presque de transcendance. Et là, en l'occurrence, c'était Napoléon Bonaparte, parce qu'il avait gagné toutes ces batailles, Austerlitz, etc. Et donc, voilà, il était l'homme qui incarnait ce qui avait finalement, à l'époque, ce qu'on imaginait de mieux en France. Mais fêtait-on les victoires de Napoléon? Il y a eu des victoires énormes, oui. Austerlitz, Iéna, Eylau, on va pas toutes les faire. Hein, À chaque fois, il y a des grandes fêtes, des parades militaires, mais des fêtes aussi où on banquette ensemble, on danse ensemble, on chante ensemble. À chaque fois, c'était des grandes fêtes. Et alors, la particularité de cette Saint-Napoléon, c'est que Napoléon voulait se réconcilier avec l'Église. Oui. À qui il avait quand même beaucoup forcé la main. Et donc, il a fait de cette fête une fête à la fois religieuse et très politique, à sa gloire, tout simplement. Jean Garrigue, Jours heureux, quand les Français rêvaient ensemble, publié chez Payot Histoire. Un livre passionnant. Là, on a passé le Premier Empire, c'est le temps des révolutions. Il y en a une autre qui vient, 1830. On va en parler dans quelques instants. Vous voulez poser vos questions à Jean Garrigue? Le 0826 300 300. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Philippe David. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Philippe David. Et un plaisir de recevoir Jean Garrigue pour Jours heureux, quand les Français rêvaient ensemble chez Payot Histoire. On a parlé de la Révolution, on a parlé de l'Empire. En 1830, le précepteur du duc d'Aumale disait, c'est au moment de la Révolution de 1830, les Trois Glorieuses, le peuple paraissait enchanté d'avoir un roi et surtout de l'avoir fait lui-même. Les Français fêtaient un roi, Louis-Philippe, qui devenait roi des Français et pas roi de France, après avoir renversé Charles X. Comment ça se fait? Est-ce que c'est pas quelque part un point important de la psyché française? Oui, parce que en fait, d'abord ceux qui font la Révolution, ces fameuses 3 journées glorieuses, 27, 28, 29 juillet 1830, ne savent pas ce qui va arriver. Ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser de Charles X, parce que Charles X, en fait, voulait remettre en France la monarchie d'Ancien Régime. C'était le frère de Louis XVI, faut le rappeler. Exactement. Comme Louis XVIII, qui était l'autre frère de Louis XVI. Exactement. Et pour Charles X, finalement, la France, ce qui s'était passé depuis 40 ans, ça n'avait plus d'importance. Donc les gens voulaient quand même avancer, mais finalement, ils se sont retrouvés avec le cousin du roi, donc Louis-Philippe, duc d'Orléans, d'abord lieutenant général du royaume, et puis qui le remettent sur le trône sous le nom de Louis-Philippe Ier, parce que il représentait ce principe d'identité, d'incarnation
dont on a toujours besoin en réalité. On a besoin de figures qui incarnent, y compris la République aujourd'hui. Et à l'époque, donc, ils ont trouvé cette forme de compromis d'une monarchie qui n'était plus une monarchie de droit divin, qui était le roi des Français, avec le drapeau tricolore, et puis qui correspondait justement à cette idée de progresser, d'aller en avant. Alors, est-ce que le peuple a beaucoup fêté les Trois Glorieuses ? Oui, quand même, ça a été beaucoup fêté à l'époque. Il y avait un peu de deuil aussi parce qu'il y avait eu des morts, mais il y a eu des fêtes, il y a eu des grands rassemblements. Là encore, on a mangé, on a rigolé, on a festoyé, on a dansé, on a chanté la Marseillaise. Oui, ça a été fêté. Sauf que très vite, un an plus tard, Louis-Philippe a montré un peu des signes d'autoritarisme, et ça s'est gâté. Et en 1848, on fait la fête de la fraternité, qui est le remake, c'est pas très français, de la fête de la Fédération. Tout à fait. Ah oui, 1848. Alors là, on passe en République, on renverse Louis-Philippe parce que il n'a pas été suffisamment réformateur, il s'est un peu figé dans le conservatisme, et puis on fait une nouvelle révolution. Et alors là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est de voir à quel point en 1848, dans toutes ces fêtes qui explosent vraiment à partir de février 1848, partout en France, il y a... C'est le printemps des peuples, 1848, exactement, dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe qui veut se libérer de la monarchie absolue, en fait, et les prêtres qui sont là, l'Église, une grande partie des prêtres français qui viennent bénir ce qu'on appelle les arbres de la liberté, parés de tricolore, avec des bonnets phrygiens en haut, qui rappelaient la Révolution française, mais avec cette présence des prêtres qui faisait que l'Église, qui jouait un très grand rôle dans la société du 19e siècle, était associée à cette fraternité. Vous qualifiez la Seconde République 1848-1852 de République de la Fraternité, donc elle a été très courte, et elle se termine par un coup d'État 4 ans plus tard. Ça a été un moment festif, la Seconde République? Ah, ça a été au début un moment festif, mais la fête a duré très peu de temps. Alors, la fête, ça a quand même permis, parce qu'à chaque fois, c'est ça, ce sont des avancées aussi. Cette fête-là, elle permet que, à partir du mois d'avril 1848, les élections se fassent au suffrage universel. Certes, uniquement masculin, mais quand même, c'est l'invention du suffrage universel. C'est quand même quelque chose de très important. Mais je crois qu'il est censitaire, en plus. Il fallait payer... Non, il n'est pas encore censitaire. Il n'est pas censitaire. Ça, c'était sous Louis-Philippe que c'était censitaire. Donc, ça devient vraiment universel. On passe de 250 000 électeurs à plusieurs millions. Donc, c'est quelque chose de très important. Mais c'est vrai que le 2 décembre 1851, nouveau coup d'État. Cette fois, c'est le neveu de Napoléon, qui s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Mais alors, lui, il avait été élu président en décembre 1848, président de la Seconde République. C'est notre premier président de la République. Mais ce président va lui-même restaurer ce qu'on appelle le Second Empire. Et justement, ce coup d'État du 2 décembre 1851, il a été fêté par les Français? Alors, il a été fêté, il faut le reconnaître, par une partie des Français, mais il a fait quand même là aussi beaucoup de victimes, parce que notamment dans le sud-est de la France, on s'est révolté contre ce coup d'État, et il y a eu donc une répression assez sauvage. Mais il y a toute une partie des Français qui très vite se sont reconnus dans cette résurrection de l'Empire. Quand les Français rêvaient ensemble, est-ce que le Second Empire, c'est pas le moment où Paris devient une fête, avec notamment le French Cancan, les opérettes d'Offenbach, etc. Alors exactement, c'est que on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais ça a été un moment là aussi où le projet finalement politique de Napoléon III a séduit la majorité des Français. Ils voyaient d'abord qu'ils avaient quelqu'un de fort au sommet du pouvoir, qui était surtout le neveu du grand Napoléon Ier, c'était surtout ça, sa gloire. Et puis une fête, une France qui entre dans la modernité du capitalisme, qui s'enrichit. La révolution industrielle, les chemins de fer, les ports, et Haussmann, et l'haussmanisation de Paris, c'est-à-dire un Paris totalement moderne qui sort du Moyen-Âge. Donc il y a tout ça et une fête. Alors, c'est vrai que la fête, c'était surtout dans les hautes sphères, mais il y a un enthousiasme collectif très très fort quand Napoléon III en fait inaugure en 1852 ce qu'on pourrait appeler les tournées en province. Il fait le tour de la France comme ça et il est acclamé partout où il passe. C'est une période festive.
avec le French Cancan, etc., mais qui va se terminer dans la tragédie, le sang, Sedan, la Commune de Paris, le traité de Francfort avec la perte de l'Alsace-Moselle. Grosse faute politique, et c'est plus que ça, tragédie politique qu'on doit là à une sorte d'hubris de Napoléon III, qui n'a pas vu à quel point l'armée prussienne était beaucoup plus forte que l'armée française. Ça mène au désastre de Sedan, où il est fait prisonnier, et puis à la proclamation de la Troisième République, le 4 septembre 1870, dans un contexte très difficile. À ce moment-là, on fait pas encore la fête, parce que la France est occupée par les Allemands, qui proclament l'Empire allemand dans la galerie des glaces du château de Versailles. 18 janvier 1871. Exactement, la France est humiliée, la France est battue, etc. Mais on va arriver à reconstruire quelque chose de nouveau. Vous l'avez dit, ça débouche sur la Troisième République et MacMahon qui succède à Adolphe Thiers, qui a réprimé très durement la Commune. Un MacMahon qui, selon vous, sauve la République. Qui serait revenu au pouvoir sans MacMahon ? Alors, non, je dirais pas que c'est MacMahon qui a sauvé la République. La République, elle s'est sauvée d'elle-même, parce qu'au contraire, MacMahon, lui, voulait, au contraire, revenir à la monarchie. C'était un monarchiste qui avait été placé à la tête qui était président de la République à partir de 1873. C'est une histoire compliquée, mais disons que MacMahon, au moins, il a prolongé la République jusqu'au moment où les vrais républicains sont arrivés au pouvoir. Et là, c'est l'élection de Jules Grévy et surtout d'un homme qui va prendre véritablement le pouvoir et qui s'appelle Léon Gambetta. Absolument. Natif de Cahors, on salue nos auditeurs du Sud-Ouest. Exactement. C'est en 1880 que le 14 juillet est décrété fête nationale. Comment est-ce que ça s'est passé ? Alors ça s'est passé pas si facilement que ça, parce que il fallait retrouver une fête nationale pour la République, la Troisième République. Et évidemment, on a pensé au 14 juillet, parce qu'il y avait eu justement ce précédent du 14 juillet 1790. Et alors, toute la question, c'est de savoir ce qu'on célébrait. Est-ce qu'on célèbre la prise de la Bastille, qui a fait des morts, qui est un événement violent, ou est-ce qu'on célèbre plutôt la fête de la Fédération, qui est un événement positif où tout le monde se rassemble? Et c'est ça qui a été choisi. Et c'est drôle de voir, par exemple, que c'est un sénateur, mais qui était aussi historien, qui s'appelait Henri Martin, qui a imposé cette idée. On va fêter quelque chose de positif le 14 juillet. C'est le rassemblement de tous les Français. Et ça, c'est très important, parce que c'est resté jusqu'à aujourd'hui. 1889, centenaire de la Révolution, l'exposition universelle. C'est le triomphe de la République avec beaucoup de symboles, notamment la Tour Eiffel, construite en acier lorrain pour montrer que toute la Lorraine n'a pas été cédée à l'Allemagne. Exactement. Et en 2 ans, personne ne croyait que Gustave Eiffel et ses équipes allaient réaliser ce prodige. Je crois que c'est le centenaire de sa mort dans les jours qui viennent. Exactement. Et je ferai d'ailleurs une émission, je ne sais plus où, pour en parler. Mais c'est véritablement là ce qui se passe en 1889. Pour célébrer donc le centenaire de la Révolution française, ce sont des fêtes à répétition. Chaque étape, le 5 mai pour célébrer l'ouverture des États généraux, le 14 juillet évidemment fête nationale, au mois de septembre pour fêter la République, où il y a un immense spectacle qui est donné, qui s'appelait le Triomphe de la République, écrit par une femme d'ailleurs, qui s'appelait Augusta Holmes. Et on a tout au long de l'année, alors là on chante, on danse et on visite l'exposition universelle. Avec le clou de l'exposition, cette tour Eiffel, qui à l'époque était quelque chose de prodigieux, complètement prodigieux. Et qui devait être démonté d'ailleurs. Et qui devait être démonté. Et qu'on a laissé comme ça. Qui est encore bien en place. 1918, la fin du conflit le plus meurtrier de l'histoire de France. 1 390 000 et quelques morts militaires, 300 000 morts civils. Ouais. Et la France est en liesse. On fait même des chansons humoristiques à l'époque. Je pense à une chanson qui s'appelait Qui a gagné la guerre, le poilu, le soldat français, où c'était une chanson très drôle, mais sur près de 2 millions de tombes. Bah oui, là il y a un traumatisme, mais incroyable. Le grand traumatisme de notre histoire contemporaine, en tout cas. On est bien d'accord que c'est notre grand traumatisme. Ah oui, c'est une horrible boucherie. Il n'y avait pas une famille qui n'avait pas un frère, un fils, un cousin, soit mort, soit estropié, soit gueule cassée, comme on disait à l'époque. Enfin, des choses terribles, orphelins. Et malgré ça, il y a un tel soulagement après le 11 novembre 1918 et que les fêtes vont se succéder, surtout lorsqu'on va aller libérer
Strasbourg, Metz, l'Alsace et la Lorraine, là c'est fantastique. Et ça, vous en parlez justement, on apprend des choses incroyables dans cet excellent livre. À Strasbourg, Poincaré et Clémenceau, qui n'auraient pas passé leurs vacances ensemble, pour citer un ancien commentateur de football, je sais que vous êtes fan de foot. Poincaré, qui était lorrain, faut-il le rappeler, visite la cathédrale, le temple et la synagogue de Strasbourg le jour où l'armée française rentre dans Strasbourg. Comment expliquez-vous ça, 13 ans après la loi de séparation des églises et de l'État ? Parce que c'était le signe de la réconciliation, de la liberté retrouvée pour tous. Parce que les églises, pendant la guerre de 14, ont joué le jeu du Rassemblement national, ce qu'on appelle l'union sacrée des partis politiques. Les églises ont joué un très grand rôle là-dedans. Et on ne voulait laisser de côté aucune communauté. Notamment, il y avait des très fortes communautés juives en Alsace, par exemple. Absolument. Et donc, tout le monde s'est retrouvé dans cette ferveur. Et puis alors ensuite, il y a eu le 14 juillet 1919, le défilé de la victoire, qui a été où là on a fait défiler toutes les armées alliées, tous les peuples qui avaient défilé, qui avaient aidé la France à gagner la guerre. Ça a été là aussi quelque chose de fantastique. Et j'adore raconter ces moments de joie. Et c'est extraordinairement bien raconté. À Colmar, on chante Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, chant emblématique de 1871, qui a été le premier disque à se vendre à plus de 100 000 exemplaires de l'histoire. Est-ce que toute la France est en liesse quand même, malgré la tragédie, vous l'avez dit, des familles qui ont perdu 4-5 fils? C'est un mélange, parce qu'effectivement, il y a aussi la douleur, le deuil. Je le répète, chaque famille a été touchée, mais il y a un tel soulagement et on se dit que voilà, les choses vont changer. On va entrer dans quelque chose de nouveau, un nouveau monde. Et donc il y a ce mélange entre le deuil et un soulagement magnifique. Jean Garrigue, Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble, publié chez Payot Histoire, un livre absolument passionnant. On a passé la guerre de 14, on va recommencer avec le Front Pop et évidemment la Libération. Un livre qui se termine le 12 juillet 98. Vous voulez poser vos questions, appelez-nous au 0826 300 300, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David.